La maison pour la première fois, à l'âge de 20 ans, pour entamer une existence qui allait prendre un tour assez majoritairement nomade, ma grand-mère me remit un petit bocal contenant un paquet de sel et un morceau de pain. Il existait un vieux conte populaire juif, me dit-elle, où un voyageur se voit donner, par un ange, ce même cadeau afin qu'il soit toujours épargné par la faim. Et c'est dans le but que je ne manque moi-même jamais de nourriture qu'elle m'enjoignit de transporter ce bocal partout où le sort viendrait apporter mes pas. Après d'innombrables domiciles occupés dans tellement de pays que je ne les compte même plus, le bocal est aujourd'hui installé sur une haute étagère dans ce qui, je l'espère, sera mon ultime cuisine. Le bocal fait office de rappel quant au fait que la littérature n'est pas seulement une nourriture destinée à l'âme. J'ai toujours eu un penchant pour les histoires qui ont à voir avec la nourriture, ou plutôt pour les histoires dans lesquelles les personnages font une pause repas, s'activent au fourneau ou se rassemblent autour d'une table. Je voulais savoir quel était le plat qu'on servait au cavaleiro des Dinamarca lors du banquet de Noël. Était-ce de la dinde rôtie comme celle que nous mangions à la table familiale? Et quelle était cette mystérieuse substance du nom de jelly qui apparaissait si souvent dans les livres d'Enid Blyton et dont nous, à Buenos Aires, ignorions tout? Quand le capitaine Nemo convient M. Aronnax et ses compagnons à partager un somptueux petit déjeuner à 20 000 lieues sous les mers, je voulais moi aussi goûter à « ce que vous croyez être de la viande, mais n'est autre que du filet de tortue de mer ». Et oh, foie de dauphin que vous prendriez pour un ragoût de porc, à une conserve d'holoturie, et une crème dont le lait a été fourni par la mamelle des cétacés, et le sucre par les grands fucus de la mer du Nord, et enfin des confitures d'anémones qui valent celles des fruits les plus savoureux.